je me lance un peu, tu vois, je me suis lancée. Je savais pas dans quoi je me suis lancée au début, mais finalement, tu vois, ça marche et ça grossit, ça fait un super effet boule de neige. Bonjour, ou plutôt Servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. L'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur et j'aimerais en profiter pour faire un clin d'œil à une personne dont j'apprécie le travail. En effet, il y a encore quelques mois, je n'avais jamais écouté un podcast de ma vie. J'avais à l'époque des douleurs aux yeux et à la tête qui m'empêchaient de travailler, lire ou regarder un écran et la seule chose qui me soulageait, c'était de marcher. J'ai donc cherché un moyen de m'occuper l'esprit pendant ces longues balades et c'est comme cela que j'ai découvert le podcast Génération XX. Pour ceux qui ne connaissent pas, Siam Djibril y interroge des femmes fortes et inspirantes qui entreprennent au sens large du terme. Un coup de cœur et également l'origine d'une étincelle, car c'est ce podcast qui m'a donné l'envie de lancer Dessine-moi Munich. Je suis donc très heureuse de lui dédier cet épisode qui parle lui aussi d'une femme qui a entrepris, Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, avant d'arriver à Munich, est une Parisienne convaincue avec une vie de working mom bien chargée et bien rodée. Au fond d'elle pourtant, elle sent qu'il est temps de passer à autre chose. Munich va être l'occasion de révéler son projet de cœur et de se réinventer en créant une marque et une boutique de mode, Mademoiselle Munich. Cet épisode retrace tout son parcours entrepreneurial. Il est riche en leçons et Marie-Charlotte partage plus que généreusement tout son cheminement. Impossible de couper certaines parties pour le faire tenir en 30 ou 40 minutes sans perdre des éléments intéressants. J'ai donc décidé de diviser notre conversation en 2 épisodes et de vous tenir ainsi, je l'espère, en haleine. Le premier paraît aujourd'hui, le second sortira dimanche soir. Vous aussi, si vous avez envie de changer de vie et de vous lancer dans un projet qui vous ressemble, ces 2 épisodes sont pour vous. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Marie-Charlotte. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Alors, on va beaucoup parler naturellement de Mademoiselle Munich. Et moi, ce qui m'intéresse, et je pense qu'il va intéresser aussi les auditeurs, c'est de connaître un peu ton parcours et comment, au final, on entreprend en Allemagne sans y connaître rien du tout. Je pense qu'on Effectivement. peut résumer comme ça. Oui. Mais bon, avant d'arriver peut-être à l'idée, on va commencer comme d'habitude. J'aimerais bien que tu te présentes, donc en me disant d'où tu viens et quel a été ton parcours avant d'arriver à Munich. Alors moi je suis française, je suis née en France et je suis toujours restée en France. Je me suis mariée après mes études. On habitait en région parisienne. On a eu 2 enfants en région parisienne et ensuite on est parti. On a commencé à faire une mini expat pour un Parisien parce qu'on est parti 1 an et demi à Lyon. Donc partir en province, c'était déjà pour une Parisienne que j'étais le début de l'expatriation. Et puis après, nos parcours professionnels nous ont amenés à retourner sur Paris. Et au début de ma carrière, j'ai commencé à travailler dans les médias où je vendais des espaces publicitaires chez France Télévisions et chez Canal+. Okay. Quand je suis partie à Lyon, j'étais enceinte, donc du coup, j'ai pas travaillé à Lyon. Et là, le début de la graine entrepreneuriale a commencé à naître parce que je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant cet énorme temps qui me semblait être les 6 mois de mon congé maternité. Et j'ai commencé à créer des articles pour enfants, au début pour mes enfants. J'ai commencé à coudre, en fait, je faisais des petites boîtes à musique, des étoiles musicales. Donc j'ai fait une petite étoile pour mon fils et puis j'ai une copine qui m'a dit « Ah bah tiens, c'est trop mignon, tu peux m'en faire une ». Et puis une autre qui m'a dit « Bah tu peux prendre la photo et puis me l'envoyer ». Et du coup, j'ai commencé à en produire un peu plus. Je les ai mis en vente sur une place de marché qui s'appelait Little Market. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, l'entrepreneuriat, t'avais pas besoin d'avoir une idée de dingue pour partir. Et que grâce à Internet, en fait, tu pouvais vite te faire connaître et tu pouvais vendre un peu partout en France. Donc la petite graine est née. Après, on a eu l'opportunité de repartir sur Paris. Moi, sur mon projet qui s'appelait Les Petits Pois Chiches, j'étais arrivée à un niveau où j'avais trop de commandes
ça me faisait beaucoup produire au quotidien et ça devenait un peu compliqué à gérer dans ma vie au quotidien. Du coup, il fallait soit que je choisisse de faire produire, trouver une usine. Est-ce que je produis en France? Est-ce que je produis à l'étranger pour les coûts? Voilà, des questions un peu complexes. Et je pense que j'ai eu peur en fait de passer à cette phase d'après. Et du coup, je suis revenue à Paris et j'ai repris un boulot salarié chez Vente Privée. Ça m'a permis de découvrir tout ce monde du e-commerce que j'avais un tout petit peu découvert grâce aux places de marché de créateurs. Et j'ai pris une bonne leçon chez Vente Privée. C'était le leader de la vente e-commerce, de voilà comment on construit un modèle, comment on communique, parce que c'est énormément de communication chez Vente Privée, comment on va sourcer des fournisseurs pour apprendre pour vendre ensuite des marchandises. Donc je suis restée pratiquement 4 ans chez Vente Privée. Et tu occupais quel poste? Et j'avais un poste de commerciale acheteuse. Donc en fait, je travaillais avec des marques qui voulaient vendre des produits sur Vente Privée. Et on voyait alors d'abord quel stock on allait proposer, mais surtout quelle opération de communication on allait raconter pour faire venir des membres acheter sur Vente Privée. Et la communication, ça a toujours été un peu le fil rouge. Je vendais avant de la pub à la télévision. Et en fait, Vente Privée, c'était une marque qui communiquait aussi via la plateforme Vente Privée pour se faire connaître. Et j'ai découvert qu'en fait, avec une bonne communication, un bon prix, un bon produit, on vendait des milliers de choses d'une manière assez incroyable. Donc voilà, au bout de 4 ans, là j'ai un congé mat. On a 2 petits garçons et on accueille Héloïse, notre 3e fille. Et pour un 3e, on a un congé mat en France qui semble énorme puisqu'on a 6 mois pour s'arrêter. Et du coup, ces 6 mois, ils nous ont permis de réfléchir en disant 3 enfants, la vie parisienne, soit on continue comme on a toujours fait, soit on en profite pour se reposer de questions, pour respirer. Et mon mari a eu l'opportunité de partir à l'étranger. Alors, il y avait plusieurs pistes qui étaient envisagées. Et j'avoue qu'au début, il m'a dit, tiens, j'ai une piste à Munich. Ça t'a pas fait rêver? Ah non. Je lui ai dit, Munich, c'est en Allemagne. Je pense que tout le monde comprend. C'est bien ça, j'ai l'Allemagne et moi. Je pense que j'ai plutôt un tempérament de latine. Donc, je n'étais pas convaincue d'être heureuse à Munich. Et en fait, d'abord, je me suis renseignée avant de dire non à l'Allemagne et à Munich. Je me suis renseignée et j'avais une cousine qui avait passé 6 mois. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est super, nous, on adore y retourner. Il y a une qualité de vie incroyable. C'est vraiment hyper sympa. Et donc là, t'étais à la fin de ton congé maternité, c'est ça? Et t'as pas repris le travail entre-temps? Et si, en fait, j'avais repris 6 mois. Mais c'est cette reprise, en fait, qui nous a aidés à se dire, reprendre 2 boulots à plein temps, avec 3 enfants, on a envie d'autre chose, on a envie d'un autre rythme, on a envie... ça faisait 15 ans qu'on bossait aussi, peut-être un peu plus d'air et d'énergie dans nos vies que la routine du quotidien. Et moi, en tant que maman, même workeuse, ça devenait difficile en fait, de gérer, d'être épanouie dans le boulot, de donner tout et en même temps d'être présente pour chacun des enfants. D'accord. Donc du coup, j'ai suivi Paul à Munich. Mais cette décision de démissionner, en fait, elle était mûrement réfléchie. Et je pense que de toute façon, même sans l'opportunité de partir à l'étranger, j'aurais dit stop à un moment en me disant, faut que je me réinvente autrement, mais pas avec ce boulot toujours le même. La vie de salarié commençait un peu à me peser. Donc tu démissionnes, ton mari lui part avec un contrat, dans le cadre d'une expatriation. Ouais. Et toi, tu pars avec l'idée... Tu m'as dit de te réinventer, c'est ça. Donc tu sais pas trop ce que tu vas faire à Munich, ou t'as déjà une idée, ou c'est l'inconnu. Alors c'est la totale inconnue. On part. Alors moi j'ai fait de l'allemand à l'école. En bonne française j'ai été nulle. J'ai dormi au fond de la classe pendant 7 ans, je crois bien, et il m'en restait pas grand chose. Alors j'avais le secret espoir que cet allemand ressurgisse tout d'un coup. Je m'étais dit peut-être qu'en immersion totale, je vais avoir des relents là, de l'allemand qui va surgir. Et Paul n'en avait jamais fait. Donc lui, Paul, pour le coup, c'était vraiment totalement nouveau. Et il intègre une entreprise bavaroise pour le coup. Donc on lui avait dit, alors il avait un boss qui était français, mais on lui avait dit, il va falloir que tu te mettes à l'allemand. Du coup, je suis partie en me disant ça va être nouveau. Je savais qu'il fallait du temps pour qu'on puisse s'installer, que j'installe la famille, qu'on puisse se retrouver bien. Et je me disais que le vecteur d'intégration, c'est souvent quand même la maman qui prend le temps d'installer bien les enfants, l'école, de trouver une maison, de se faire un petit noyau, des amis. Mais après, ça me semblait une certitude que j'allais
pouvoir retrouver un boulot à Munich et que ça me permettrait de parler un peu plus allemand, de m'intégrer. Donc je suis partie en me disant, je prends un peu de temps, mais après je vais bien finir par travailler. Ouais, donc pas forcément avec l'idée de repartir dans une histoire d'entrepreneuriat ou de créer une entreprise. Comment ça se passe, votre arrivée? Vous vous débrouillez tout seul? Vous êtes aidé? Enfin, combien de temps ça prend pour se mettre en place? Enfin, c'est quoi les premiers pas? Les premiers pas. Alors, on a la chance d'arriver. Il y a l'entreprise qui nous a bien accueillis, donc du coup, on avait une agence de relocation, une super nana qui est devenue une copine d'ailleurs, qui nous a vraiment accueillis d'une manière personnelle. Elle nous avait bien sûr sensibilisés sur le fait que le marché immobilier était super tendu à Munich. Nous, on arrive une famille nombreuse, 3 enfants, c'est beaucoup ici en Bavière. On a il y a même certains propriétaires qui ont refusé de nous héberger en trouvant qu'on avait une trop grosse famille et que c'était pas possible d'avoir autant d'enfants. Du coup, elle nous avait bien sensibilisés et on cherchait une maison en fait pour avoir de la place. Et assez vite, en fait, on est tombé sur cette maison. Donc, on a fait un petit aller-retour. Le jour où on a vu l'annonce, mon agence de relocation m'a dit il faut que tu la visites demain parce que sinon elle va partir. Oui. Donc en fait, j'ai pris l'avion. Je travaillais encore chez Vente Privée. J'ai dit à mon chef je vais visiter une maison demain et j'ai fait l'aller-retour dans la journée et on a visité plein de trucs et à la fin, je savais que c'était cette maison qui serait bien pour nous. Donc on est arrivé avec un logement et dans lequel on était bien. Après, ce logement, il est un peu excentré de Munich, puisqu'on est à Zolln, au sud de Munich, ce qui est un super quartier. Mais du coup, les débuts pour moi, ça a été des débuts de taxi, en fait. Parce que j'étais beaucoup dans ma voiture. Donc on peut dire que, grosso modo, t'arrives en novembre, jusqu'à avril, de toute façon, t'as pas le temps de faire autre chose que le taxi, t'occuper de ta petite fille, t'installer. Et c'est à partir d'avril que tu commences justement à penser un peu à toi, ou ça dure encore un petit peu de Non, c'est temps. avant avril. En fait, retour des vacances de Noël, je me suis dit, en fait, je suis pas obligée de chercher un boulot. Je pourrais aussi essayer de créer quelque chose par moi-même. Et en fait, j'avais assez vite identifié que quand je disais aux personnes que je rencontrais qu'avant je travaillais chez Vente Privée, beaucoup de Français, au début, répondaient « Ah, vente privée, ça manque en Allemagne. » Alors, ça existe, mais un peu sous une forme différente. Parce que quand même, pour les nanas, pour les enfants, trouver des habits sympas, il n'y a pas la même diversité de choses que ce qu'on peut trouver en France. Donc, du coup, c'était souvent un truc récurrent quand je disais « J'étais acheteuse chez Vente Privée », en me disant « Ah ouais, chez Vente Privée, il n'y a pas la même profusion, le même choix qu'en France. » Du coup, ça a germé un peu dans ma tête et je me suis dit... Et pourquoi j'ouvrirais pas une boutique d'habits français en important, je connais certaines marques de prêt-à-porter français, je pourrais les apporter à Munich et ces marques sont pas du tout présentes et distribuées en Allemagne, donc moi je pourrais les distribuer entre les deux. Donc au début, mon idée, qui a commencé à émerger en janvier-février, au fur et à mesure qu'Héloïse faisait son adaptation, parce que ça prend quelques semaines, du temps, voilà, c'était de chercher un magasin. Donc j'ai commencé à regarder Imo Scout, tout ça pour chercher un magasin, et j'ai été assez grisée par le fait que, en fait, pour ouvrir un magasin ici, c'est hyper simple. C'est comme louer un appart, il suffit de trouver un local. Il suffit, et en fait pas si évident, mais dans les faits, on trouve un local, on paye 3 mois de caution et on paye son loyer tous les mois. Il n'y a pas comme en France de fonds de commerce à acheter où on s'endette des années pour avoir un modèle économique un peu plus difficile. Du coup, j'ai cherché des boutiques, j'ai eu 2-3 pistes hyper vite avec mes dossiers qui passaient plutôt pas mal. Du coup, je me suis dit génial, en fait, ça y est, je vais trouver une boutique. Et en fait, au dernier moment, mon dossier n'est pas passé et les agents immobiliers me disaient « Mais non, en fait, le propriétaire est pas pressé pour louer, il a réfléchi, des fringues françaises, c'est sympa, mais il préférait le louer à une galerie d'art ou une boutique de Dirndl, de Tracht, quelque chose un peu plus d'authentique. » Et en fait, le marché immobilier professionnel, c'est le même que le marché immobilier particulier. À savoir, il y a une majorité de propriétaires, je crois qu'il y a 80% des biens qui appartiennent à 20% de propriétaires. Donc du coup, ils sont pas pressés pour vendre leur espace. En fait, j'ai vite déchanté en sachant et en me rendant compte que trouver le bon local, parce qu'évidemment, je voulais un emplacement, un quartier sympa où il y ait du trafic, c'était vraiment pas évident, et que les locaux pouvaient rester vides très longtemps. Et c'est parce que ils étaient pas pressés de les louer et qu'ils trouvaient vraiment le dossier parfait. Et donc, j'étais pas sûre d'être le dossier parfait, ne parlant pas allemand, bricolant un truc un peu à droite à gauche. Du coup, j'ai commencé à avoir une petite frustration en me disant, en fait, c'est quand même énervant de devoir attendre de trouver ce local pour commencer à travailler. Et du coup, je me suis dit, je peux aussi prendre le problème à l'envers. Je peux commencer à vendre mes habits, alors soit sur Internet, soit je pourrais louer un espace éphémère
juste une boutique sur quelques jours, et communiquer à fond pour faire venir plein de gens. Mais l'idée est venue en m'inspirant de toutes ces marques et en voyant du coup des annonces immobilières. Ça me semblait plus simple de louer un espace pour un temps déterminé. Donc moi j'avais identifié les quartiers dans lesquels je voulais être présent. Le Clockenbar en faisait partie. Et du coup sur ce site qui s'appelle Go Pop-up, c'était pour trouver mon pop-up, j'ai vu assez vite cet endroit qui avait la bonne taille, le bon emplacement. J'ai rencontré la propriétaire et le fit est bien passé. Le loyer me paraissait astronomique, mais je me suis dit à un moment, de toute façon, il faut se lancer, il faut le tenter. Voilà, faut que je tente mon concept. Et ça sera à moi de bien communiquer, de faire un peu monter la mayonnaise pour faire venir beaucoup de gens dans cette boutique sur les 2 jours. Et je l'ai loué un vendredi et un samedi. Et donc là, tu trouves cet endroit, enfin tu signes ta réservation quand et t'as combien de temps après pour organiser tout le reste? Eh ben très court, ça c'est ma spécialité, c'est de faire toujours les choses à flux tendu. Donc je travaille dessus pour que ce soit de plus en plus des projets plus zen et peut-être plus sereins du coup pour tout le monde. Mais je crois que je dois signer, j'oublie les dates, mais je dois signer genre mi-mai pour un événement que je lance fin juin. Ok. Et donc j'ai un petit mois pour organiser la vente, pour trouver ma marchandise, parce qu'en fait je savais très bien. Parce que ce qu'il a demandé, en fait, ta marchandise, est-ce que tu avais déjà pris contact avec des marques, etc. Ou en fait tu dépends de zéro? Est-ce que tu as un site, une page Facebook, un machin? Enfin, tu pars vraiment de zéro? Là je pars de rien. Là je pars vraiment de rien. Du coup je lance tout en commun, il me faut un nom, alors le nom j'avais déjà réfléchi pour le nom de la boutique. J'ai une amie graphiste illustratrice qui avait travaillé avec moi sur le logo, donc j'avais mon logo. Et du coup, non, j'ai contacté les marques qui m'intéressaient. Alors, je m'étais renseignée. J'ai une amie qui a une boutique de prêt-à-porter en France, donc qui m'avait dit, voilà, les fournisseurs, ils marchent comme ça, tu peux les contacter à ce moment-là. Et puis, je les ai contactés. Ils m'ont tous dit, mais ouais, ok, super, on peut prendre rendez-vous par téléphone, mais passe dans le showroom, viens. Il y a plein de marques, je me source beaucoup dans le Sentier. À Paris, et c'est un quartier qui est hyper vivant, mais toute la communication est orale, entre guillemets. On n'envoie pas de mail, par téléphone ils sont toujours débordés, il y a 15 lignes qui sonnent, donc il faut y aller, il faut se faire connaître, il faut s'imposer un peu. D'ailleurs dans la boutique où il y a 25 personnes à la fois qui font leur commande, il faut prendre y aller en disant salut, je m'appelle Marie-Charlotte, moi aussi je voudrais distribuer tes produits. Et arrivant d'Allemagne, en fait, les marques que j'ai ciblées françaises sont pas du tout distribuées en Allemagne. Ouais, donc ça les intéresse. Et encore moins à Munich. Donc en fait, ça leur permet d'ouvrir un marché. Il y a aucun problème de concurrence parce qu'elles font quand même attention en général en disant elles vont pas vendre à une boutique qui est concurrente et qui est sur le même pas de porte, sur le même trottoir qu'une autre boutique en France. Donc moi, elles m'ont accueilli à bras ouverts en me disant super, l'Allemagne, c'est un marché qu'on n'arrive pas vraiment à attaquer. Ouais. Donc le fait que j'arrive en direct française en plus, donc on peut parler français. Les Français, on est quand même assez nuls pour parler anglais et allemand encore plus. Non, mais là, c'est un avantage, en fait. Donc, c'était un vrai avantage, de m'adapter à leur mode de fonctionnement. Et puis, je suis arrivée toute petite, donc du coup, j'ai acheté toute la marchandise que j'aimais bien. Et excuse-moi, donc j'ai une autre question, parce que, donc là, on a compris, louer le pop-up, même si c'est des coûts, bon. C'est visible. Quand tu vas là choisir les affaires que tu vas vendre, t'es obligé d'acheter la marchandise à l'avance, ou tu peux dire bah je prends ça puis ce que je vends pas je te le renvoie. Non. Et ben non. J'aurais bien aimé. Ça m'aurait vraiment rassurée. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc il faut acheter en ferme. Ils mettent des minimums de commandes parce que c'est pas des épiceries qui. Ouais. Donc moi j'étais acheteuse dans mes vies précédentes, donc j'avais l'habitude de négocier, mais j'avais toujours des gros noms d'entreprises derrière moi. Et puis pour vendre privé, j'imagine que le volume que tu vas vendre n'est pas le même que ici. Et puis une première fois, en plus, où, pour le coup, là, t'as absolument pas l'idée de peut-être de ta cible, quoi, même. Des tailles, du nombre de personnes, enfin, des goûts. Ça a été un grand pari. Les négociations que j'ai fait du coup avec les marques, c'était pas du tout sur les prix parce que je n'avais absolument aucun argument, c'était sur les quantités. En fait, j'ai beaucoup négocié en me disant vous allez vendre à Munich, marché dans lequel vous n'êtes pas présent. Donc oui, d'habitude, il y a un minimum de tant de chiffre d'affaires de commandes ou tant de pièces. Moi, franchement,
c'est pour ça que c'était hyper important que je sois sur place, parce que c'était un peu une bonne négociation pour moi, en me disant c'est un test, j'ouvre juste mon pop-up store, je leur disais, en attendant d'avoir ma vraie boutique. Donc en gros, laissez-moi vous référencer, et comme ça, dès que j'ai ma boutique, vous êtes un fournisseur officiel, et je pourrais du coup commander en plus grande quantité derrière. Et tes objectifs, là, quand tu négocies, donc en termes de quantité, tu les fixes comment? Ton chiffre, il vient d'où? Mon chiffre, il est difficile à voir. En fait, je me disais, alors j'achète que les choses que j'aime et que je pourrais porter. Donc et puis c'est un style qui est assez identifié. Moi, j'aimais bien le côté, le chic à la française. C'est des vêtements qui sont féminins, qui restent assez simples, mais qui ont toujours, j'aime bien dire chic with a twist. Donc il y a toujours un petit truc qui change un peu, c'est des habits qui sont faciles à porter, mais qui ont toujours une petite touche d'élégance ou un petit truc qu'on ne trouve pas, je le trouve forcément à Munich. Donc en termes de style, je savais bien ce que je voulais, et effectivement en termes de quantité, ça a été un peu le pari, en me disant il faut que j'ai suffisamment de produits à montrer pour pas qu'on rentre dans une boutique toute vide, et en même temps, il faut pas que j'achète des stocks énormes parce qu'il faut que je les revende derrière. Ouais. Et j'avoue que chaque fois que je sortais d'un showroom, quand je faisais la somme, j'étais là, oh là 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 là, quand j'ai dépensé tout ça, et je me disais, bon, reste confiante, en même temps, faut le tenter. Là, j'avoue que mon mari a été top aussi, parce que c'était bien sûr nos finances personnelles qui ont financé, et il m'a dit, non, mais il faut qu'on se donne les moyens de réussir, je crois dans ta capacité à sélectionner les produits et à trouver les bonnes choses qui iront bien aux personnes, donc fais-toi confiance, achète, et puis, au pire, ces marchandises, elles ont toujours une valeur de revente. Donc si tout le monde les achète pas, si c'est un gros bid ce pop-up store, et si tout le monde ne vient pas, on pourra toujours les revendre sur Amazon. Ici, on est fan de Flowmart. Voilà, elles ont quand même une valeur marchande. Donc ça sera pas des denrées alimentaires qui sont perdues, donc on verra bien. Super chouette. Donc ça, c'est la partie sourcing. Et j'imagine donc en parallèle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton site, tes réseaux, tu communiques. Enfin, comment ça se passe cette partie? En parallèle, effectivement, je fais un peu tout à la fois parce qu'il faut aller dans tous les sens. Réseaux sociaux, vite. Et très vite, je découvre. Et en fait, tout est un peu lié puisque réseaux sociaux, il faut exister il faut avoir une page, mais pour avoir cette page, il faut avoir des photos, il faut renvoyer sur un site, donc il faut que le site existe. Donc je commence à travailler sur mon site. Le site, je décide de le développer toute seule. Ok. Avec quelle plateforme? Alors, je travaille sur une plateforme qui s'appelle Shopify, qui est un truc super click and drop, là, drop and click. Alors moi, j'avoue qu'au début, j'ai beaucoup cliqué, beaucoup droppé, ça allait pas forcément là où il fallait. J'ai appris là aussi plein de trucs. J'ai passé des heures sur des tutos pour comprendre. Mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut passer un peu de temps pour prendre les choses en main, mais ce qui est super, c'est qu'après, c'est quelque chose que tu peux gérer toute seule. Et qui est quand même beaucoup moins onéreux que de prendre un graphiste ou un développeur qui te fait tout ton site. De toute façon, j'avais pas les moyens. En fait, l'investissement, on l'avait mis sur la marchandise et la location de la location. J'avais une graphiste, donc Hélène Badeau, qui avait travaillé pour moi sur le logo. C'est quand même pareil, c'est des coûts qui sont indispensables, mais qui sont importants parce que je voulais que ce soit quelque chose, que j'ai une belle image de marque bien construite. Et puis après, j'essaye d'en parler au maximum autour de moi. Alors au début, je communiquais beaucoup sur les plateformes francophones, parce que ne parlant pas très bien allemand, j'avais un peu du mal j'avais peur en fait d'accueillir une clientèle allemande ou de communiquer. Alors de toute façon, je communique toujours pas en allemand parce que j'ai un allemand qui est loin d'être parfait, mais en anglais, je switch un peu. Et du coup, j'ai fait parler de moi via Vivre à Munich, qui nous a fait un article. Au début, les groupes Facebook, French Connection, tout ça. Voilà, mes gros paris. Et donc, on arrive... tu m'as dit que c'était quand le pop-up? Le 23 juin. Le 23 juin, on arrive le 23 juin. Alors, raconte-nous un peu. Tu t'installes la veille, j'imagine. Ouais. Je veux dire, la marchandise est déjà arrivée. Enfin, il y a pas de souci. Non, la marchandise est arrivée. Je fais 25 allers-retours avec ma voiture pour apporter mes portants, mes cintres, tout apporter. J'avais l'impression d'avoir une vie de maraîchère, là, d'avoir mon stand de marché puis de charger. Et effectivement, donc j'installe la veille. C'était un vendredi samedi, donc j'installe le jeudi soir. Et puis le jeudi soir, quand je claque la porte de la boutique. Tout est joli, bien installé. Je me dis, ça fait bien, ça fait vraie boutique. Donc le premier pop-up, en fait, j'avais juste la partie boutique à apporter. La côté déco, j'avais ambiance, j'avais un peu moins de travail là-dessus. Mais je m'étais dit,
Je voulais que ce soit un événement convivial, que ce soit un pop-up convivial en disant ça peut être un lieu de rencontre, il va y avoir plein de nanas, francophones ou pas, mais que ce soit aussi un lieu de rencontre. Je voulais pas du tout que ce soit un showroom guindé, ambiance fringues et compagnie. Donc du coup, j'avais fait un événement le vendredi soir pour fêter l'inauguration de Mademoiselle. Donc on avait fait un super apéro, champagne, petit four, tout ça. Donc j'avais en plus la partie traiteur, entre guillemets, à gérer, sachant que j'avais fait tout moi-même, la partie traiteur. L'utilisation des réseaux sociaux, là aussi j'apprends beaucoup parce que animer un compte au quotidien, trouver les bons axes de communication, faire de la pub sur Facebook, Instagram, les communautés, c'est des choses intéressantes mais qui s'apprennent à chaque fois. Et ça prend du temps. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps. Ah ouais. Exactement. Et donc, alors, raconte-nous, ça ouvre vendredi à, je sais pas quelle heure, 10h. Et ça ouvre le vendredi à 9h. 9h, et alors, il y a du monde, il y a personne. Comment ça se passe? Et ça se passe bien. Il y avait des copines qui avaient un blog qui n'existe plus, qui s'appelle Munich Madame, et elles m'avaient dit, on va venir en direct, on fera une petite vidéo en direct pour leur dire, venez. Donc, ça a été mes premières clientes à venir. Alors moi, j'avais l'angoisse en me disant, est-ce qu'il va y avoir du monde? Et puis, est-ce que ce que j'ai acheté, ça va plaire? Toujours, donc ces premières clientes, je me souviens très bien, qui arrivent dans le magasin et qui devaient choisir des habits et se faire prendre un peu comme, pas un mini défilé, mais se faire prendre en vidéo, en direct, en disant regardez, c'est sympa, venez. J'étais hyper craintive en me disant est-ce qu'elles vont trouver ça bien, est-ce qu'elles vont trouver leur bonheur, et super, et ça, en fait, ça a lancé une super bonne ambiance parce qu'elles rigolaient, c'était sympa. Donc la première matinée, elles arrivent, après un peu calme de 9h à 10h, donc je me dis bon bah voilà, tout ça pour ça. Et en fait, au fur et à mesure, les gens sont venus et on a eu plein de monde le vendredi soir à partir de 18h. On a eu un samedi matin aussi hyper plein et puis avec des gens qui, à la fin, je crois qu'en bilan, je me disais c'est marrant quand même. Il y avait 30% des gens que je connaissais pas ou que je pouvais pas identifier par qui ils sont venus. Donc ça veut dire que ça avait déjà fait un petit côté boule de neige et que ça, on avait parlé dans la microsphère mode française. Comment ça se passe? Et alors ça se passe hyper bien, à savoir toutes les personnes qui rentrent, elles disent ah c'est vraiment sympa, c'est vraiment joli, ça fait vraiment du bien de voir ça à Munich. Alors on a eu de la chance, il faisait hyper beau, hyper chaud. On avait une collection d'été, donc forcément les gens arrivent et ça leur fait du bien de voir des petites robes, des petits tops sympas. Et gros engouement sur la collection, frustration déjà parce que il manquait des tailles, rupture de stock sur certains produits. Il y avait des choses que j'avais achetées en pièces uniques parce que je voulais avoir une diversité. Et l'objectif, c'est pas que tout le monde soit habillé de la même façon, avec les mêmes produits Mademoiselle Munich. Donc du coup, j'avais pas mal de pièces uniques. Donc ouais, j'étais vraiment rassurée en disant chouette, les gens viennent, les gens essayent, et puis les gens repartent avec forcément quelque chose. Et puis pas que avec un produit, avec 2 produits ou plus. Donc ça pas. Donc le bilan a été vraiment super positif. Est-ce que il y a un moment particulier où tu te dis ah c'est bon? Il y a un moment, c'est l'inverse. Le samedi, je me souviens, moment de creux à 2h, de 2 à 4, plus personne. Et du coup, je regarde mes habits, moi j'ai mon mari Paul qui m'aide énormément les jours des pop-up, c'est mon caissier qui m'aide à gérer les encaissements, c'est mon manager qui gère, qui me dit là il y a un problème là-dessus, c'est mon coach sur plein de trucs. Et donc là je me démoralise un peu en me disant bon bah il est 2h, il y a plus personne, ça y est en fait tout le monde, toutes les personnes qui auraient dû venir sont venues, il reste pas mal de fringues. Et rapidement je tire les chiffres et je me dis je pense que je suis limite rentable avec tous les chiffres tout ce que j'ai acheté, tous les frais. Et là, il me dit, ah bah non, attends, il est 2h, on a loué l'événement, on a loué le pop-up jusqu'à 19h, et puis il prend les flyers, et puis il me dit, je vais tracter. Et il va dans la rue, il va tracter en me disant, bah maintenant, il y a plein de gens dans la rue, on va leur dire de venir. Et en fait, ça a ramené certaines personnes, et puis l'énergie a repris, et on a eu pas mal de gens, et notamment des gens qui connaissaient pas Mademoiselle, et qui me disaient, ah super, est-ce que je peux prendre votre carte, vous allez en refaire d'autres, est-ce que vous aurez une newsletter pour être tenu au courant des autres? Donc en fait, je suis ressortie nourrie de toutes ces bonnes impressions de tous les gens qui étaient contents et qui disaient mais vivement le prochain, il faut que ça continue. Et donc bilan le samedi soir. Et bilan le samedi soir, les chiffres en fait il y a beaucoup d'investissements, il y a plein de petits faux frais en fait qui demandent beaucoup. On s'était dit forcément Mademoiselle elle invite au champagne, donc on avait acheté du champagne, quoi. Voilà plein de petites choses qui nous semblaient importantes pour l'ambiance et pour installer le concept, mais le bilan c'est que je sors pas rentable ou à peine du premier événement. Donc oui, mais tu sors pas endetté. Non.
Et je sors pas non Donc plus ça, endettée. c'est déjà plutôt positif. Donc ce qui est plutôt positif, effectivement. Et bilan où tout le monde disait vivement le prochain. Donc sympa. Et du coup, donc, next et donc step. Next, après l'été, j'ai recommencé des pop-up en septembre-octobre, où il y avait là encore, toujours dans le même endroit, il y avait de plus en plus de gens, donc j'achetais de plus en plus en quantité de plus en plus grande, donc c'était sympa. Et puis à Noël, on a un choix à faire avec mon mari puisqu'il était venu en contrat local, mais contrat local un peu amélioré pendant 2 ans. Donc excuse-moi, Noël 2017 ou Noël 2018 là, le dernier Noël 2017. Ok. Donc il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Là, on se dit on va terminer notre 2e année scolaire à Munich. Le contrat. La mission de Paul, elle a été bien accompagnée pendant 2 ans. Est-ce qu'on rentre en France ou est-ce qu'on décide de rester ? Rebonjour à tous. J'espère que cette première partie vous a plu. Si vous voulez écouter la suite, le nouvel épisode sortira dimanche soir. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site dessine-moi-munich-toutattaché.com pour retrouver toutes les notes de l'épisode. Allez jeter également un coup d'œil à la collection de Marie-Charlotte et notez déjà dans vos calendriers la date du prochain Pop-Up Store organisé à Wienerplatz le 7 et 9 avril prochain. N'hésitez également pas à m'écrire, que ce soit pour un feedback, des suggestions ou des questions, et si vous voulez m'aider, laissez un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis donc à dimanche pour la suite des aventures de Marie-Charlotte. A-t-elle abandonné, ne fût-ce qu'un moment, mademoiselle ?